Bonjour, je m'appelle Denis Cabrière, je suis instructeur et concepteur de procédures aux instruments ici à l'École nationale d'aviation civile. Je vais vous parler de ce projet qui est en cours, qui commencé il y a quelques années déjà, pour parler de ce que vous entendez depuis ce matin, tout ce qui est trajectoire basse altitude et procédures PINS, pour préciser un peu ce que c'est que des procédures PINS. Alors juste une petite... j'ai un collègue qui vient de partir, il s'appelait Hervé Pradine, il était porteur de ce projet depuis des années, donc je voulais quand même lui rendre hommage, parce que c'était lui, il vient de partir en 2014 à la retraite, et donc derrière on m'a demandé de regarder ce qu'il avait fait pour pouvoir présenter ce projet. Voilà, je tenais à le faire avant de commencer. Alors, donc, le transport interhospitalier par hélicoptère en IFR. En IFR, c'est la nouveauté, puisqu'effectivement, pour le moment, c'est en VFR, et le problème du VFR, c'est que ça dépend des conditions, et effectivement, il y a des fois pas de bonnes conditions, donc transport du patient par la route, perte de temps, risque pour le patient, etc. Donc si on peut arriver à monter ces transports interhospitaliers par IFR, ça sera bon pour le patient. Donc un peu d'historique. En fait, ça a commencé, le TIH, ça a commencé, apparemment, c'était le groupe HTT qui avait été créé en 2006. L'HTT, c'était hélicoptère tout temps, ça avait commencé quand même les 8 années qu'il y avait eu avant, il y avait eu pas mal de recherches qui avait été faite par Eurocopter, Thales Avionics, développement de nouveaux systèmes bien innovants, d'accord. Mais en 2006, avec l'arrivée de la navigation par satellite, qui a commencé, plus l'arrivée prochaine d'EGNOS, il était temps de se lancer dans une évaluation. Donc il avait été décidé par l'ensemble des partenaires de faire une évaluation entre les hôpitaux d'Audreau et de Nogent. Donc il avait été dédié un espace particulier, temporaire, pour pouvoir faire cette opération, dont l'avion... Donc on voulait créer une expérimentation entre ces deux hôpitaux. Donc la DTA a été mandatée par la DGAC pour mener ce sous-groupe. Donc on avait fait l'étude de procédure de départ sur les arrivées PINS et ensuite une croisière entre les deux hélistations. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 ans de 2016 2012 ? En fait, il y a eu des vols effectués par un EC-45 à ce moment-là Eurocopter, je pense, on a fait des relevés de trajectoire et on a vu que la précision de la navigation, quand on utilisait la navigation par satellite, très peu de dispersion de trajectoire. On a fait aussi des études, on a fait quelques allers-retours entre les deux terrains, décollage IFR, croisière à 3000 pieds, donc assez basse, et puis approche, et on a vu que les procédures PINS, que je vais vous présenter tout à l'heure, étaient vraiment très adaptées. Donc on voyait que le concept était bon. Et donc en 2012, clôture de ce premier groupe de travail. Et prochaine étape, on voulait la mise en œuvre concrète à la demande du SAME 28 et du AFSH, Association française d'utilisateurs d'hélicoptères sanitaires hospitaliers, qui était très en avance dans la demande. Ils étaient très porteurs de ce projet. Donc, extension de ce concept à 4 hélistations maintenant, les Dreux, Nogent, Chartres et Châteaudun, c'est le même secteur, ok. Donc établissement d'itinéraire de basse altitude entre les 4 hélistations et pour chaque hôpital, une étude de procédure GNSS d'approche et de départ qui a été effectuée par les gens de l'ENAC en coopération avec un partenaire CGX. Alors, c'était quoi ? Basse altitude, vous en entendez parler depuis ce matin, gros avantages, diminution de risque de givrage, ok, et surtout, pas de phase de montée trop longue, ni de descente trop longue, parce que le vol, en gros, entre 2 hôpitaux, c'est 20 minutes, si on monte tout le temps et qu'on redescend, s'il n'y a pas de croisière, pour le patient, c'est pas bon. Il faut que la montée soit très courte, la descente très courte, et la croisière, trajectoire unique, assez basse, pas de changement de pression, l'idéal pour le patient. Le but, c'est quand même le patient, ok ? C'est pas le plaisir de faire de l'IFR, c'est pour pouvoir sauver des vies. Alors, le VFR, à l'heure actuelle, en basse altitude, l'inconvénient, c'est qu'il faut rester hors des nuages, effectivement. À l'heure actuelle, se fait en VFR, donc hors des nuages. L'hélicoptère doit éviter les nuages, etc. Monter, descendre, donc c'est pas bon non plus. Donc il faut évoluer vers l'IFR. Par contre, le gros inconvénient de l'IFR en basse altitude, c'est effectivement, excusez-moi, les gros inconvénients, c'est les séparations entre les IFR et les VFR. Donc je vais y revenir à ça. Donc ça, vous l'avez vu ce matin, ok. Donc vous avez sur la planche de gauche ici, en noir,
les itinéraires qui ont été créés, basse altitude, je vais vous le montrer après sur la carte. Et donc vous avez vu ça ce matin déjà, les approches sur Nogent, Chartres et Châteaudun. Okay. Et juste pour vous montrer un exemple, alors c'est des trajectoires, donc procédure GNSS, guidage par satellite. Juste en bas à droite, vous avez les protections, les aires de protection associées sur une approche sur Châteaudun. D'accord, ça a été développé donc par l'ENAC CGX. L'étude a été faite en utilisant ce logiciel GeoTitan qui est développé à l'ENAC. Alors on va commencer par l'itinéraire basse altitude. D'accord. Je vous le disais donc, gros avantages, temps de vol, diminution de risque de virage et sécurité et confort des patients. Le gros inconvénient, effectivement, c'est les itinéraires sont sous l'ex-surface S, 3000 pieds mer, 1000 pieds sol, donc effectivement pour le moment en espace de classe G, donc à l'heure actuelle pas d'IFR, donc il y a ce souci de séparer ces gens-là. Mais en fait si vous regardez, donc sur la droite vous avez la carte de cet itinéraire, la croisière se fait entre 2000 et 2100 pieds, vous voyez. Et donc la proposition, ce que commence à penser la DGAC, c'est de l'IFR sera la solution envisagée que je vous donne là. Un opérateur ne pourra faire de l'IFR pour interhospitalier que si le plafond est inférieur à 900 pieds et pour les visibilités inférieures à 4000. Donc un plafond inférieur à 900 pieds, on sait qu'il y a quand même déjà moins de VFR qui vont traîner. Ça n'empêche pas qu'il y aura des soucis. Et vous voyez bien que si le plafond, on dit que l'IFR se fait uniquement pour un plafond inférieur à 900 pieds, comme mes itinéraires sont dans l'entour de 2000 pieds, les problèmes ne se rencontreront pas pendant la croisière, mais au moment où les hélicoptères perceront, en fait. Donc le souci est uniquement pendant ces périodes d'approche, si ces valeurs sont retenues. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça veut dire un changement réglementaire. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, la réglementation ne prévoit pas cela. C'est ça la grosse différence. Donc, c'est la nécessité d'une dérogation à la réglementation française via l'établissement d'un arrêté spécifique. Pourquoi? L'exaction d'un plan de vol, déjà, ça sera de l'IFR, mais on va pas c'est des vols qui vont arriver à n'importe quel moment, qui vont être d'une durée très courte. Donc, on peut penser à une espèce de plan de vol permanent qui serait donné à ce genre de vol, quoi. Bon, effectivement, ensuite, le survol de agglomérations à des altitudes inférieures à celles prévues actuellement. Évolution en route d'IFR sous cette ex-surface S en espace de classe G. Donc, ce qui veut dire non-respect des vols IFR classiques. Et le problème ensuite de la continuité de la radio téléphonique, parce qu'on est en espace en dessous, espace classe G, c'est uniquement que de l'info, et l'info, on ne le reçoit pas tout le temps. Des fois, à la fréquence, il n'y a pas d'info. En fait, je veux dire, il n'y a pas de contrôleur à ça. Notamment la nuit pour l'info, par exemple. Il y a ce problème aussi à résoudre. Voilà pour la croisière. Donc, vous voyez, il y a quand même du règlement à faire et des dérogations par rapport à la réglementation actuelle. C'est ça le gros souci. Et c'est ça qui prend du temps et c'est ça qu'il faut mettre tous les gens d'accord. Je vais juste pour parler un peu aussi, pardon pour le micro, vous montrer ce que c'est qu'une approche PINS pour Dreux, par exemple, et un départ PINS pour Nogent. Le principe, c'est quoi? Le principe, par exemple, d'une approche PINS, eh bien, c'est... PINS, ça veut dire Point in Space. Le point de remise de gaz est n'importe où dans l'espace. Alors, pourquoi on ne perce pas vers l'hôpital? Parce qu'en général, l'hôpital est dans une zone urbanisée, avec beaucoup d'immeubles tout autour, etc. Ça veut dire donc nuisance, etc. Et en plus, ça voudrait dire hauteur de remise de gaz qui serait assez élevée. C'est-à-dire on monterait les minima, donc si on veut percer la couche, il faut avoir des minima le plus bas admissible. Donc si on perce dans un endroit éloigné, pas trop en même temps de l'hôpital parce qu'il faut le voir en sortie, on peut peut-être percer la couche et on n'a pas ces problèmes d'environnement donnés autour de l'hélicistation. Donc, et après, en ce point, l'hélicoptère décide, soit j'y vois et je vais aller à vue. Une phase à vue qu'on va appeler visual maneuvering en anglais, une personne de manœuvre, pour rejoindre les stations, et on propose de lui fournir une carte particulière pour rejoindre les stations, soit s'il n'y voit pas, il remet les gaz. Donc voilà, ça c'est des cartes qui ont été dessinées par l'ENAC et CGX, c'est des propositions qui sont faites à la DGAC,
elles n'ont pas été, pour le moment, été validées. On attend cela. Donc, vous voyez ici, on retrouve, par exemple, c'est pour l'aérodrome de Dreux, les stations de Dreux, pardon. Ici, vous avez le point qui était en route tout à l'heure. Le pilote effectue son approche. Ici, il est en début de finale, il perce. Et il arrive au point qu'on appelle le point T-Space. Vous voyez, l'hôpital est en face ici. Soit il y voit et il va partir en phase à vue en utilisant l'autre carte, j'en parlerai après, soit il remet les gaz. Donc, qu'est-ce qui se passe? Juste pour vous montrer. Voilà, quand il arrive, en fait, ça, c'est le point, le pins et la verticale de la piste de Dreux, VFR. Et il voit au loin, quand il y voit, les stations et l'hôpital qui est là. D'accord? Donc, en fait, la proposition, c'est effectivement qu'il y ait une carte particulière. À partir du pins, le pilote peut rejoindre les stations dans cet espace en vert là, qui a été protégé, où on lui a donné tous les obstacles caractéristiques. On lui donne la distance et l'orientation par rapport aux pins. Et on lui donne ici les deux axes d'approche qu'il doit rejoindre pour aller se poser sur les stations. En plus, dans le haut de la carte, on peut lui proposer aussi, quand il fait ces deux axes d'approche, quels sont les obstacles qu'il a en dessous et comment il va voir les stations au moment où il va arriver. Voilà pour les approches de pins. Le départ pins, c'est le même principe. On décolle de l'hélistation. À vue, on va rejoindre ce qu'on appelle l'IDF, Initial Departure Fix. C'est en gros le pins pour le départ, si vous voulez. Aussi, c'est au-dessus normalement aussi d'un point caractéristique. Il atteint un minimum clearance altitude. Donc, vous voyez que j'ai mis un nuage tout au-dessus. Il ne faut pas passer en IFR surtout. Donc, il faut en même temps que cette MCA soit pas trop élevée pour pas être. Donc, le plafond va être important dans ce type d'opération. Il faut décoller à vue jusqu'au pins sans rentrer dans les nuages. Et à partir de là, cette altitude fait que derrière, il devrait pouvoir monter en IFR et suivre, rejoindre la croisière à une pente de 5% normalisée ou au-dessus si nécessaire pour éviter les obstacles pendant la montée. Voilà, dans l'exemple, même chose, même type de carte. Une carte pour décoller de la FATO et rejoindre à vue le pins qui est là, d'accord? Donc vous voyez ici pour l'aérodrome, l'habitude, ça c'est l'aérodrome d'habitude. Les stations de Nogent, deux axes de décollage, le 032 et le 126. Et une fois qu'il a rejoint l'IDF, il part aux instruments pour rejoindre le point de début de croisière. Donc la même chose ici. Vous voyez ça, c'est la FATO actuelle de Nogent, elle n'est pas comme ça. Et maintenant, ils sont en train d'en construire une nouvelle ici. Vous voyez l'hôpital là, d'accord? Donc les deux axes, il y en a un qui part comme ça. Alors juste pour vous montrer, quand l'hôpital est là, la FATO sera là, non? Vous voyez, on lui dit que s'il décolle au 032 visuellement, il doit passer à droite de cette comment ça s'appelle, de cette antenne. Non, c'est un, comment ça s'appelle ça? Un château d'eau, voilà, merci. Et donc qui fait 657 pieds. Et à gauche de cette antenne qui est dessinée sur l'hélicoptère ici, qui fait 658 pieds. Après, il fera un virage à droite et à vue, il viendra rejoindre l'IDF qui est ici. Voilà. Et après, une fois qu'il a rejoint l'IDF, il part aux instruments en montée pour rejoindre sa croisière. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire donc? Je peux résumer tous ces problèmes. D'abord, il est prévu de faire une inspection en vol. La DTI devrait faire une inspection en vol au mois d'août, là, qui vient, pour vérifier que tout le signal va bien, qu'il n'y a pas de brouillage sur toutes ces trajectoires. Et la DGAC demande après qu'il y ait une évaluation opérationnelle qui soit faite pour valider pas mal de choses. Alors d'abord, la première chose pour se lancer dans l'évaluation opérationnelle, il faut qu'il y ait une AR qui est opérateur de cette opération, soit ait reçu l'approbation opérationnelle pour pouvoir faire des navigations par satellite. Et une fois qu'on pourra faire l'évaluation, le but sera de valider le concept. Bon, je pense qu'il maintenant il commence à être validé, la pilotabilité, la cartographie utilisée, les différentes restrictions d'utilisation, limites, etc. Les nécessités, j'en ai pas parlé, mais c'est important. Nécessité ou non de disposer de la RVR sur les stations de départ et d'arrivée. Pour le moment, il n'y a pas de station météo, donc c'est ça le gros souci. C'est un coût, c'est pas donné. Donc là, ça c'est important. Comment faire? On a vu tout à l'heure, ce matin, on en parlait un peu directement, envoyer directement dans l'hélicoptère
par GSM, tout ça, actualiser la météo, tout ça il faut régler, quasiment on fait, s'il n'y a pas à l'arrivée de moyens de disposer de visibilité. Pour le moment, je ne voulais pas montrer tout à l'heure sur la carte, la visibilité qui était demandée, c'est au minimum une visibilité entre le pins et en distance entre le pins et les stations. Et ensuite, je voulais pas préciser aussi, si je revenais sur la carte précédente, l'utilisation pour l'aérodrome, les stations de Nogent, l'indicateur d'emplacement, c'est LF1H. Donc, vous voyez, c'est pas un indicateur classique. L'indicateur OACI, normalement, c'est 4 caractères alphabétiques. En France, à l'heure actuelle, on dispose à peu près, il nous reste à peu près une soixantaine d'indicateurs disponibles. Et donc, si ça se développait, on va en avoir besoin de beaucoup. Donc, on expérimente ce truc-là, c'est-à-dire cet indicatif-là, pour voir il faut voir ce que ça va donner dans le système de gestion de plan de vol, d'intégration dans le système du SIA, dans tout ce qui est donné, pour voir si on met des caractères, et pour l'ATC aussi, c'est important, pour voir si, en mettant du caractère alphanumérique, on pourrait continuer. Voilà, réglementation, je vous en ai déjà pas mal parlé tout à l'heure, c'est donc pas mal de réglementations à mettre à jour. Par exemple aussi les minimums opérationnels, comment on les détermine quand il n'y a pas, pour des stations qui reçoivent des procédures d'approche de départ, c'est pas prévu pour le moment dans la réglementation, ce type de choses, donc il faut le développer. Et puis la publication aussi, c'est important, donc la cartographie, je vous en ai proposé quelques-unes, il faut la valider. Et puis aussi, ce qui est important, à partir du moment où ça sera décidé, ça, c'est surtout qu'il faut que les VFR sachent qu'il y a des IFR qui vont voler dans des tranches d'altitude où d'habitude il n'y en a pas. Donc il faut qu'ils aient connaissance sur leur carte de vol à vue, 500 000 et peut-être millions, quel type de trait on va représenter ces trajectoires IFR, etc. Comment leur indiquer qu'il peut y avoir du VFR qui risque de voler sous la surface S. L'ex-surface S, pardon. Voilà, et puis aussi peut-être faire comme on a fait quand on a un aérodrome hors spatial contrôlé, vous savez, il y avait le pinceau. S'il y a une procédure d'approche, peut-être le même principe de pinceau dès qu'il y aura une législation qui recevra des approches IFR. Voilà, donc pour conclure, le TIH, donc, vous voyez, se développe lentement, ça prend du temps, c'est surtout que ça réunit beaucoup de gens. Il faut voir que rien que il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Par exemple, en interne, il y a la DGAC, il y a la DSAC, la DTA, la DSNA, la mission aviation légère générale hélicoptère aussi qui interviennent là-dedans, l'ENAC, l'OCV. En externe, donc, qu'en externe, les exploitants, les exploitants des stations hospitalières, les concepteurs de procédures, les avionneurs, tout ça, il faut les réunir et travailler pour faire avancer la réglementation. Donc, un premier bilan devrait sortir là le 8 juin prochain. Il y a un comité là qui va dire où on en est, d'accord ? Et donc la DGAC qui est actuellement en cours de réflexion pour définir une meilleure organisation de la gestion du déploiement du TIH en IFR et le traitement des problématiques résiduelles et la formalisation. Donc voilà, je voulais vous remercier de votre attention. Juste, le problème qu'on a principal, c'est qu'en fait, quand on parle du côté DGAC, on nous dit mais il n'y a pas beaucoup de demandes. Et en fait, du côté, et pareil, du côté des exploitants, on a vu ce matin, il y avait peu d'exploitants qui étaient équipés IFR, mais en fait c'est normal, puisqu'ils attendent, ils disent rien, je ne vois pas pourquoi on mettrait du système dans nos hélicoptères tant qu'on n'a pas des trajectoires à suivre IFR. Donc ça se mord un peu là que c'est ça le problème. Donc je pense que si la DGAC avance, ça incitera les utilisateurs d'hélicoptères à s'équiper IFR. Voilà, je vous remercie.